Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Les titres de cette édition. Un maire qui tire sa révérence, celui de Grand-Rivière. Joachim Bouquetti a annoncé aujourd'hui, lors de la fête patronale, son intention de ne pas se représenter. Il occupait le poste depuis 18 ans. Après les barrages de ces derniers week-ends devant les centres commerciaux autour de la problématique du chlordécone, quelle réponse de l'État? Le préfet Franck Robine a accepté de répondre à nos questions. Il est notre invité. Les Vespa, de sortie dans le Nord Atlantique, ces motos d'un autre temps reviennent à la mode et leurs propriétaires se retrouvaient aujourd'hui pour une balade au Lorrain notamment. La page sportive, c'est aujourd'hui avec Christophe Arnerin. Dans l'actualité notamment, le championnat de Martinique de natation. Et puis le Martinique Jazz Festival est à Cluny aujourd'hui dans les jardins de la CTM. Des pointures se partagent la scène, dont une flûtiste d'origine syrienne qui a touché le public. La dernière fête patronale de Joachim Bouquetti, le maire de Grand-Rivière, a annoncé aujourd'hui qu'il ne se représentait pas. Il a passé 18 ans à la tête de la commune. C'est sa deuxième adjointe qui recueille son soutien. William Zebina, André Kionkion. Eh bien, je vous dis, mes chers amis, aujourd'hui, de manière solennelle, ce sera ma dernière fête patronale, ma dernière fête avec vous, car j'arrête cette dernière mandature. C'est la voix pleine d'émotion que Joachim Bouquetti annonce qu'il ne briguera pas un autre mandat de maire à Grand-Rivière. Après 3 mandatures à la tête de la municipalité, il ne sera pas tête de liste en mars 2020. Il a choisi de l'annoncer avant tout à la population en ce jour de lancement de la fête patronale. J'ai une équipe avec moi depuis 22 ans, c'est même mon nom. Là, ils ont travaillé, je les vois travailler, je les vois travailler. Ils ont acquis une compétence et ils sont prêts à prendre la relève. Donc l'équipe est prête. Maintenant que l'équipe est prête, je me retire sereinement. Je prends de l'âge, je pars quand il faut partir. Pas partir après. Parce que les gens partir des jours après. Joachim Bouquetti précise qu'il sera sur la liste de son groupe pour les accompagner. Une liste qui sera menée par son adjointe, Viviane Moreau. 2 autres prétendants se profilent, Jean-Louis Marie-Louise et José Renette, qui n'est autre que l'ancien premier adjoint de Joachim Bouquetti. La bataille s'annonce rude pour les municipales dans cette commune paisible de l'extrême nord de l'île. Mais aujourd'hui, c'était jour de fête à Grand-Rivière. En bref, le maire de Fort-de-France, lui, se représente. Didier Lagarre est en train de faire sa déclaration de candidature en ce moment même au parc culturel Aimé Césaire du Cermac. Plus d'informations dans notre édition de demain. Et puis au François, Victor Grandin est de retour sur la scène politique. Il se présente comme tête de liste avec son groupe Émergence François après son absence de candidature durant 2 mandatures. La présentation des grandes lignes de son projet avait été faite ce matin au François. Je vous propose de l'écouter au micro d'Olivier Nicolas Duclos. Notre projet, c'est avant tout de reprendre cette commune en main. Une commune dont les habitants attestent qu'elle est en mauvaise posture, notamment sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'aménagement global, sur le plan de la relation entre les individus et notamment sur le plan d'un certain nombre de désordres qui existent sur le territoire. Alors, pour notre part, nous voulons vraiment changer de système. Changer de système par rapport à la gestion, changer de système par rapport à l'aménagement, changer de système par rapport à l'environnement. Parce que notre projet sera fortement ancré dans l'aménagement environnemental de la commune et donner aussi un nouvel essor à cette commune à travers une dynamique touristique extrêmement cohérente et nouvelle qui s'encadre dans le développement durable. Les employés de la station Vito Aéroport exerçaient leur droit de retrait aujourd'hui. La station essence est restée fermée. Hier, un accident a eu lieu sur ces lieux, qui est le 3e depuis le début de l'année. En 2017, un premier accident avait coûté la vie à un pompiste. Les salariés ne se sentent pas en sécurité et la station restera fermée demain. La journée mondiale de lutte contre le sida, elle avait lieu aujourd'hui. Un dépistage gratuit était organisé sur le front de mer de Fort-de-France. Il a commencé à 8h, s'est terminé à 13h. Assez peu de participants. Je vous propose d'écouter Sandra Agnacia. Elle est référente dépistage AIDS. Elle est au micro de Jean-Marc Kenenga. Pour elle, c'est l'occasion de déployer vraiment le dépistage sur le territoire pour dire à la population, dépistage là, pas oublié, parce que le sida, il est là encore.
il y a encore la lutte continue. Il y a encore cette année du travail encore et encore, parce qu'il y a un relâchement. C'est vrai, il y a un traitement très efficace avec de la... Comment dire ça? Si on prend bien son traitement, si on est observant, on ne transmet plus la maladie. Donc c'est vrai, il y a des avancées. Mais à côté de ça, il y a un relâchement. Il faut continuer à se protéger, continuer à faire ce qu'il faut pour prendre soin de sa santé sexuelle. Il y a beaucoup d'IST. Donc nous invitons vraiment la population à rester mobilisée pour la lutte et à se dépister et à prendre soin de sa santé sexuelle. En bref, la Martinique a été placée en vigilance jaune forte houle à 17h, une vigilance nécessaire en raison de la dégradation de l'état de la mer. Retour à présent sur les actions de blocage de supermarchés qui ont eu lieu depuis maintenant 6 semaines. Il n'y a pas eu de blocage des supermarchés ces samedi et dimanche, contrairement à vendredi. Et cette semaine, 7 manifestants ont été interpellés et seront présentés devant la justice début janvier. Le préfet de région, jusqu'ici, s'était exprimé uniquement par communiqué, mais ce soir, il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Robine, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, une première question. Quelle sera la réponse de l'État si les manifestations, les blocages doivent se reproduire? Écoutez, je crois que la liberté de manifester, elle est essentielle dans notre République. Elle trouve ses limites dans le respect des lois de la République, de l'ordre public, puis surtout dans la liberté des autres. Quand on empêche des gens d'aller faire leurs courses, quand on empêche des gens de travailler, pas seulement des grands groupes d'ailleurs, des petits commerçants aussi, là on touche les lois de la République et ça appelle une réponse d'ordre public. Alors je pourrais vous répondre, il y a des blocages de dépôts pétroliers depuis maintenant plus de 2 semaines en France et il n'y a pas eu d'intervention similaire? Moi, je crois qu'on a là une opportunité formidable de sortir par le haut de ce dossier chlordécone. Je crois vraiment qu'au-delà de ces blocages, ce qui est exprimé, c'est évidemment une inquiétude, une volonté de dépasser. Et il faut que tous ensemble, nous trouvions les moyens de dessiner l'avenir de la Martinique. L'opportunité formidable, on l'a notamment suite aux déclarations du président de la République l'année dernière, qui a quand même reconnu la responsabilité de l'État, qui a reconnu le scandale environnemental. On a le rapport de la commission d'enquête. On a ce plan chlordécone 4 à construire tous ensemble en 2020 et à faire en sorte, et c'est ça que vraiment je voudrais insister, on peut sortir par le haut en dessinant un avenir qui est du zéro chlordécone dans l'alimentation. Les déclarations de le président de la République, elles ont eu lieu, vous l'avez dit, l'année dernière. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose, il faut quand même le reconnaître. En termes de concret sur le terrain, on a des annonces, on a des commissions, on a des lancements d'études, mais concrètement sur le terrain, il ne s'est pas passé grand-chose depuis finalement même 2-3 ans qu'on recommence à parler du dossier. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir à un moment donné une exaspération de certaines personnes qui disent « bon, maintenant, il faudrait peut-être passer à l'action ». Alors, il s'est passé d'abord le fait qu'on a reparlé sur la chlordécone. C'est vrai, je vous l'accorde, les plans étaient peut-être un peu administratifs et on ne se parlait plus. Moi, j'ai reçu toutes les parties, tous ceux qui ont des propositions à faire. Il y a des choses qui ont avancé. L'INCa, l'Institut national du cancer, vient de lancer une étude extrêmement importante sur le rapport, sur la causalité entre chlordécone et cancer de la prostate. On travaille actuellement, c'est une question qui est très attendue, l'ARS travaille sur la chlordéconomie, c'est-à-dire le dosage, qui est une question médicale. L'ARS y travaille avec les professionnels de santé, mais c'est vrai que le temps de la science, le temps des études médicales n'est pas celui, bien sûr, des inquiétudes de la population. C'est pour cela que le plan chlordécone 4 que nous aurons à faire en 2020 doit intégrer toute la population, toutes les propositions. Moi, j'y crois vraiment pour que les gens puissent voir, les Martiniquais et les Martiniquaises puissent voir que les choses évoluent. Est-ce que vous pouvez comprendre, en tant que représentant du gouvernement, qu'il y ait des gens qui se disent « bon, ça fait 10 ans que la plainte du chlordécone est à l'instruction. On désigne dans la commission la responsabilité de l'État, ça reste quelque chose de très vague. On a la sensation, et ce n'est pas uniquement sur ce dossier-là, que certaines personnes sont protégées, que certains
certains groupes, certains, on va dire, puissants pour aller vite. Et ce n'est pas uniquement des industriels, ça peut être des politiques, ça peut être les responsables de l'État. Est-ce que vous entendez ce discours qui est qu'en Martinique, les gens pensent que Ravette, jamais ni raison d'ouvre en poule, vous êtes là depuis assez longtemps pour comprendre, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous reconnaissez que quelque part, il y a un souci et qu'effectivement, l'État ne traite pas forcément les gens de la même façon? La question, elle se pose et elle existe et il faut être capable évidemment de l'écouter. Ce que je voudrais dire à la population martiniquaise ou martiniquaise, c'est que la justice y travaille effectivement. Ce qu'on appelle le pôle santé s'en occupe à Paris. Je faisais le point tout à l'heure avec le procureur de la République là-dessus. C'est vrai que ces procédures sont longues, objectivement. Mais parfois, elles arrivent à la prescription à force d'être longues. On a l'impression que c'est presque une lenteur volontaire. Il n'y a pas de volonté de l'État, encore une fois, sur la justice d'étouffer quoi que ce soit. Ces procédures sont longues, sont des procédures médicales, des procédures scientifiques qui sont beaucoup trop longues. Moi, ce que je veux faire, encore une fois, c'est regarder vers l'avenir. Comment on fait pour assurer du zéro chlordécone dans l'alimentation ? Comment on fait pour que les terres qui sont exemptes de chlordécone, on arrive à les préserver ? Comment on fait sur la question de l'eau pour qu'on arrête de dire beaucoup de bêtises sur l'eau? Et là, j'en appelle à la responsabilité de tout le monde. L'eau de Martinique est une des plus contrôlées de France. C'est l'ARS qui s'en occupe. 1200 contrôles l'année dernière. Et je veux vraiment le faire en toute transparence avec le directeur général de l'ARS. Nous publierons d'ici la fin de décembre les résultats de l'enquête que nous avons conduite sur l'eau du robinet. Donc encore une fois, il faut savoir se tourner vers l'avenir. Je sais bien que le passé est extrêmement difficile, mais je suis persuadé qu'on peut sortir par le haut de ce sujet. Est-ce que peut-être ce ne serait pas plus facile de se tourner vers l'avenir s'il n'y avait pas à un moment donné des excuses, un début de réparation? Dans toute l'histoire de la Martinique, il y a eu beaucoup ce genre de choses où on a dit aux gens, certes on vous a fait du mal, mais oubliez, maintenant il faut aller vers l'avenir. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné que ceux qui ont fait des bêtises, quel que soit leur niveau de responsabilité, puissent dire désolé, oui, on a fait des bêtises? Alors, l'année dernière, sur le sol de la Martinique, le président de la République a quand même reconnu cette responsabilité de l'État. Il est clair que si on veut bâtir une solution d'avenir pour la Martinique, il faut que toutes les parties apportent leur contribution, formulent des choses extrêmement concrètes. Mais encore une fois, en tant que représentant de l'État, je ne peux que me référer aux paroles du président de la République qui a reconnu cela de façon très claire pour ce qui concerne l'État. Merci Monsieur Franck Robin d'être venu répondre à nos questions. On passe à toute autre chose. Elles étaient 52 Vespa à sillonner les routes du Nord-Atlantique, une sortie à l'initiative de plusieurs clubs intergénérationnels pour les amateurs d'une petite moto qui revient au goût du jour. À découverte de la commune du Lorrain sur deux roues, Kelly Babo et Di Belle-Rose. C'est un bruit qui fait frémir plus d'un. Le bruit d'une deux roues à l'esthétisme particulier. Pas trop petite, pas trop grande, des courbes tout en rondeur, juste ce qu'il faut pour se faire plaisir et se pavaner avec style. Une philosophie de vie. La Vespa rassemble et fait découvrir ce jour-là le patrimoine et les paysages du Nord-Atlantique. Premier arrêt, Casa Manioc au Lorrain. Découverte pour les pilotes d'un produit purement local, la farine de manioc de sa production à sa transformation, une partie gourmande qui met tout le monde d'accord. J'ai connu ça à l'époque de mes grands-parents. Et puis maintenant, je découvre à nouveau, donc c'est bon. Voilà. Vous l'aurez compris, la Vespa, c'est le fil rouge, l'élément déclencheur de rencontres de passionnés, quel que soit l'âge et la catégorie sociale. Des fanatiques qui sillonnent l'île du nord au sud en mode Dolce Vita. Oh, la belle vie. À Vespa, on prend le temps de découvrir le panorama, des routes de bananiers, en passant par les champs de canne. La petite en a dans le moteur. Elle est tout terrain et surtout passe-partout. Mais elle peut se montrer aussi très capricieuse. Qu'est-ce qui se passe? La carte est bien liée. Finalement, il faut que ce soit bien dans le beau pour que ça puisse passer. Une grande famille Vespa qui se réunit pour la première fois. Vespatat Madinina Club et Vespa Club,
Un choc intergénérationnel qui réunit 52 propriétaires de la moto la plus connue au monde. J'ai 71 ans, je continue. Il y a dans mon quartier, comme on ne connaît pas, des gens qui ne me connaissent pas, qui sont venus après, on appelle Vespa, Monsieur Vespa. Nous sommes des jeunes de la Vespa, mais la Vespa c'est quelque chose qui est un peu plus ancien. Et donc aujourd'hui on a invité un club avec un peu plus d'aînés. Donc aujourd'hui on est nombreux, on partage, c'est multigénérationnel et voilà, c'est fort sympathique. Elles s'appellent Dolores, Touze ou encore Hippolyte et elles ont pour objectif en avril prochain de faire le tour de la Guadeloupe à la rencontre d'une autre moto mythique, la Grenat. Et c'est maintenant l'heure de la page sportive du dimanche soir. Christophe Arnorat nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Alors, on va parler d'abord du championnat de Martinique de natation au petit bassin. Tout à fait. C'était la première compétition individuelle de la saison de natation. 200 nageurs étaient réunis durant 2 jours, samedi et dimanche, au centre aquatique communautaire du Lamentin pour tenter d'acquérir ou de conserver leur titre de champion de Martinique. On fait le bilan avec le reportage de Patrick Jean-Guiteau. Ces jeunes en compétition ont tous la même ambition, la qualification pour les prochaines échéances, CAIFTA et Championnat de France. Ils viennent des clubs de Lille, 8 au total. Ils sont 254 filles et garçons prêts pour le challenge. Cette participation trop élevée a contraint la Ligue à se rabattre sur le Lamentin, la piscine du Lorrain n'ayant pas assez de couloirs. Sur 2 jours, les nageurs se sont donnés entièrement dans leur catégorie et nages respectives. Papillon, dos, brasse crawl, des séries âprement disputées, des chronos plus que parfaits et au bout des titres de champion avec des résultats en conséquence. Samedi, le Natation Club du François sortait la tête de l'eau avec 3 titres de champion sur 800 mètres. En lumière ce jour, Léna Francil du Longvilliers, 5 records, Jacques Bérin de Chelsea Natation 2000, 3 records, Alexandre Joséphine du François au 800 mètres, Nora Martial du même club au 200 et Titus Briand de Chelsea en natation 2000 au 200 mètres 4 nages. Rouleau bravo pour la natation dans son ensemble. 3 clubs ont joué les troubles fêtes. Chelsea Natation 2000, Natation Club du François et chez les petits, le Longvilliers Club du Lamentin. Beaucoup de performances sont tombées avec au moins une quinzaine de meilleures performances que nous rééditons ce week-end. Je veux dire qu'il y a un travail qui commence à payer et on voit que ces meilleures performances sont réalisées plutôt par nos jeunes, nos plus jeunes, un petit peu difficile chez les plus grands. Donc il y a un travail à faire chez les plus grands. Je pense que c'est peut-être à la scolarité. Cependant, il y a un travail qui est fait, donc je suis entièrement satisfait. Et je pense que pour les compétitions à venir, nous aurons des nageurs qui pourront se qualifier à la fois pour les CAIFTA et pour les championnats de France. Les 21 et 22 décembre prochains, ce sera le meeting d'une compagnie aérienne. Des clubs de la Caraïbe, dont Sainte-Lucie, sont invités, en plus des locaux. Ce meeting sera qualificatif pour les CAIFTA Games et les championnats de France. Allez, on change de plan d'eau et on va du côté de Trinité, à Lens-Portoun, où les bébéoles s'affrontaient dans le cadre de la 2e journée de championnat. Un grand absent aujourd'hui, le vent qui n'a pas permis aux équipages de s'exprimer comme d'habitude sur le plan d'eau. Une situation qui a conduit à l'utilisation intensive de la godille et des bassines. À ce petit jeu, c'est la bébéole Tissirez qui a été la plus régulière. Elle finit 2e lors de la première course et première lors de la 2e course. Au général, au terme de cette 2e journée, Tissirez conserve sa première place au classement général. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies par Jean-Marc Kenenga. La difficulté, c'était à la 2e bouée, il fallait monter. Le vent tourne un peu sous nous, on a failli couler, mais on a su gérer. Et à la dernière bouée, il y avait une voile dépassée à faire. Et comme il y a beaucoup de goudilles et de bassines, il fallait jouer la lucidité, on a su jouer. Voilà. Malheureusement, il y a un manque de vent total ici, donc on a dû raccourcir le parcours. Les vainqueurs, bon, on les connaît très bien, les frères Mas, donc ils ont dominé la régate de bout en bout, donc ils sont très, très, très futés à la goudille, donc ils ont gagné cette course, quoi.
Et Christophe, il y a aussi du football avec la rencontre Golden Lion, club franciscain. Ça, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. On donne le gagnant d'abord? Non, on donne d'abord celui qui reçoit. Celui qui reçoit, donc d'accord. le franciscain. Okay. Mais en tout cas, c'est une affiche qui attire toujours les foules. Tenez-vous bien, le club franciscain avait 2 enjeux notamment à défendre. Le premier, il s'agit de rester au coude à coude avec l'Essor Préchautin dans la course à la tête du championnat de Régional 1, mais surtout aborder le 8e tour de Coupe de France avec une victoire. On revient sur cette rencontre avec les images de Jean-Marc Kenenga. Il n'a fallu que 4 minutes au vert et noir pour prendre l'avantage face au Golden Lion. Un but inscrit par Annette qui aurait pu annoncer un festival offensif franciscain. Mais ni Marajo, ni Timon, ni Alves ne parviennent à faire le break tant espéré par les supporters. Des maladresses qui relancent l'espoir du Golden Lion. On a eu beaucoup de situations, mais malheureusement, la finition n'y a pas été. Ce qui fait qu'on repart, malheureusement, sans pouvoir marquer cette défaite. Des Joséphins pas vraiment plus dangereux en seconde période. Ils ont eu du mal à tromper la défense franciscaine. Ils auraient pourtant pu égaliser face à un club franciscain plus relâché et surtout moins vigilant sur les relances. On marque 1-0 très tôt et c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de relâchement après. Et c'est vrai que le Golden Lion a poussé, mais on a su tenir et garder les cages violées. Si les corps étaient bien au François, les esprits s'étaient déjà envolés vers la ville de Tours et son enjeu de Coupe de France. Une baisse de régime palpable durant la seconde période, mais qui n'inquiète pas le staff technique, serein avant cette prochaine grande échéance pour le club franciscain. C'est humain de dire ouais, la semaine prochaine il y a tout, on sera à la télé, ma famille va me voir. J'ai pas envie de prendre un deuxième carton jaune, j'ai pas envie de prendre un carton rouge, j'ai pas envie de me blesser. Effectivement, en deuxième mi-temps, je pense que nos têtes étaient déjà en métropole. Une nouvelle victoire qui permet aux franciscains de rester au coude à coude avec l'Essor Préchautin, premier au goal average. Le prochain match en Régional 1 pour les Verts et Noirs, ce sera le 14 décembre à domicile face à l'US Robert. Allez, on regarde les autres résultats de cette 8e journée de Régional 1. 5-1, c'est le score à retenir pour l'écrasante victoire du CO Trédel en déplacement à Luigi Monroe, ou aussi celui de l'Essor Préchautin à domicile face au Réveil Sportif. Beau résultat aussi pour le New Star qui s'impose 3-1 face au RC Saint-Joseph. Notez aussi la victoire du club de Rivière-Pilote face au RC Lorrain et de l'Aiglon face au club Colonial. Allez, on passe au classement au terme de cette 8e journée. L'Essor Préchautin et le club Colonial sont au coude à coude. Club franciscain, pardon, sont au coude à coude pour la première place. L'Essor est en avance grâce au goal average. La Samaritaine est 3e et l'US Robert est 4e. En bas de tableau, les choses se compliquent sérieusement pour le Réveil Sportif et le RC Saint-Joseph, lanterne rouge. Allez, je vous en parlais tout à l'heure, samedi 7 décembre prochain à 10h, heure de Martinique. Le club franciscain va affronter le FC Tours au stade de la Vallée du Cher. Si nos Martiniquais ont pu engranger une victoire avant leur départ, leurs adversaires, eux, ont connu leur première défaite de la saison. Ce samedi, ils se sont inclinés 2-1 face à l'US Montargis, 7e du classement de National 3. Une défaite qui a été observée par une partie du staff du club franciscain, partie en repérage. Pas d'inquiétude pour autant pour le FC Tours qui conserve la tête du championnat de National 3. Je vous propose justement d'écouter l'entraîneur El Wardi Noureddine qui répond à nos confrères de CVC Foot. Ce qu'on m'a dit sur le club qu'on va rencontrer prochainement, c'est que c'est l'Olympique de Marseille de la Martinique. Avec beaucoup de ferveur et beaucoup de qualité surtout, avec des joueurs qui vont vite, avec de la puissance. Et on s'attend à jouer une équipe de niveau minimum N2, donc on est prévenu de ce côté-là. Après la première défaite de la saison, soulagé, parce que finalement on parle de cette invincibilité depuis le début, depuis quelques temps on parle d'invincibilité. Aujourd'hui voilà, on a été vaincu, au moins c'est une chose de faite. Et on ne pourra pas dire que, en tout cas, les Martiniquais ne pourront pas venir pour dire que ce sera les premiers à nous faire tomber s'ils nous battent. Mais non, écoutez, une saison c'est long. Aujourd'hui, j'avais demandé aux gars de rester exigeants et rester concentrés parce que plus le championnat avançait, plus ça va être difficile. Et malheureusement, aujourd'hui, on a raté nos 3 premières minutes de la deuxième mi-temps et puis on s'est fait punir. Mais voilà, donc ça remettra les choses un peu dans l'ordre, en tout cas les têtes dans l'ordre pour certains. Mais voilà, c'est le foot et il faut continuer à travailler. En tout cas, le match, on le rappelle, entre le club franciscain et le FC Tours est à suivre en direct sur nos antennes de Martinique La Première, aussi bien radio, internet et télé. En tout cas, on espère une victoire du club franciscain. De l'Olympique de Martinique. De l'Olympique. Sur le FC Tours. Voilà. Merci beaucoup Christophe pour ce tour d'horizon.
Musique à présent, le traditionnel jazz brunch bat son plein dans les jardins de la CTM à Plateau-Roi. Ce rendez-vous du Martinique Jazz Festival reçoit depuis 14h30 des pointures du jazz caribéen et international. À l'affiche, le Martiniquais Guy-Marc Valdeleu, Orlando Polko du Venezuela ou encore la flûtiste Naïsam Jalal d'origine syrienne. Cette dernière a ému le public, une artiste et une militante qui jouait pour la première fois en Martinique. Ambiance, Fabienne Léonce, Olivier Nicolas Duclos. Le cri et les pleurs d'une Syrienne. Il résonne comme un appel à l'aide. Naïsam Lajal dénonce le massacre de son peuple. La flûte est son arme. Ça fait tourner le couteau dans la plaie aussi. Mais j'ai décidé que je continuerai à jouer ce morceau tant que le régime syrien sera en place, tant que les massacres continueront, tant qu'il y aura des femmes qui se font violer dans les prisons du régime, tant qu'il y a des gens qui meurent sous la torture. On continuera à jouer ce morceau, même si c'est dur, parce que c'est un devoir, parce que c'est important. Très belle découverte. Et surtout sur le morceau qu'elle vient de faire juste avant à la flûte. J'ai versé des larmes. C'est une voix vraiment incroyable. Que ce soit la flûte ou la voix, c'est un souffle. Des émotions fortes à la ballade douce, aux sonorités arabisantes. Naïsam Lajal, une artiste en pleine ascension, elle a été primée aux victoires du jazz cette année. Une sonorité avec son orchestre et tout qui est formidable, qui est vraiment agréable à écouter et qui change des sonorités qu'on a l'habitude d'entendre. 70% du festival qui sont des concerts gratuits pour hors les murs et vraiment mettre en avant ce jazz dans sa diversité avec des talents internationalement reconnus, émergents peut-être, mais internationalement reconnus. Le gros casse apprécié avec le jazz de Jonathan Jurion. L'artiste présente son premier album et un hommage particulier à un autre jazzman, Marion Brown. Un hommage à Marion Brown, qui est un saxophoniste américain qui est décédé il y a quelques années et qui n'est pas très très connu, mais pourtant qui a joué avec Joel Coltrane, avec Archie Shepp, et qui a 40 albums à son actif et c'est un monsieur pionnier du free jazz. Le festival de jazz, ses notes enivrantes, emportées ou militantes séduisent chaque année. Le public devrait encore se régaler jusqu'au 8 décembre. Troisième édition de la Ribote en Larifoyal. Hier soir, elle a connu un grand succès. Environ 500 personnes. La Ribote est partie du Parc Floral pour une station à la place de l'enregistrement et un final sur le Malécon, kiosque Henri Guédon. Je vous propose cet extrait sur des images d'Eddie Belrose. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le titre principal. Un maire qui tire sa révérence, celui de Grand-Rivière. Joachim Bouquetti a annoncé aujourd'hui, lors de la fête patronale, son intention de ne pas se représenter. Il occupait le poste depuis 18 ans.
Et vous pouvez retrouver l'actualité locale sur notre site internet martinique.lapremière.fr. On se retrouve dans un instant pour l'actualité dans le reste du monde.